Du besoin naît l'invention. Aujourd'hui, les jeux de société. Deuxième partie. Dans l'épisode précédent, nous avions vu que les premiers jeux inventés par l'homme étaient principalement des jeux de parcours basés sur le hasard. Dans cet épisode, nous allons pouvoir continuer notre avancée dans l'histoire des jeux et nous allons voir que le hasard laisse petit à petit sa place à la stratégie. C'est en Grèce vers moins 500 avant Jésus-Christ qu'apparaissent les premiers jeux sur plateau carré, où deux joueurs s'affrontent en faisant avancer des petits pions identiques sur un quadrillage. Le terme Peteia désigne l'ensemble de ces jeux se jouant à l'aide d'un plateau et d'un nombre variable de pions. Citée par les plus grands auteurs de leur époque, tels Euripide, Platon ou encore Plutarque, la Petia se rapproche de nos dames actuelles. La Petia va évoluer jusqu'à donner naissance au jeu de la polis, littéralement la cité en grec. Les deux camps s'affrontent et peuvent alors être vus comme deux cités grecques ennemies, Athènes et Sparte par exemple. Notons d'ailleurs qu'à cette époque, Clisthène, un homme politique athénien, réforme l'organisation politique grecque pour la rendre plus démocratique. Je vous ai compris! Il divise la cité-État en de petites circonscriptions appelées dèmes. Un dème pouvait donc représenter par exemple un quartier en zone urbaine. Ajoutons à cela qu'un géomètre et ingénieur du nom d'Hippodamos entreprend de grands travaux urbains. Ce véritable Haussmann d'avant l'heure redessine alors les plans des villes avec des rues rectilignes et orthogonales, appelés aussi plans en damier. Ça ne vous rappelle rien? Mais revenons à nos moutons. Dans le jeu de la police, les cases du plateau peuvent être vues comme des dèmes de la cité, et les pions comme les démos. Et les démos, qu'est-ce que c'est? Tout simplement les habitants de la cité, le peuple de citoyens soldats défendant sa patrie. Le peuple prend donc directement le commandement, kratein en grec, ces deux mots en faisant naître un nouveau par leur alliance, la démocratie. Ainsi, une des explications étymologiques veut que le jeu de dème ait donné son nom à notre actuel jeu de dames. Nous ne voyons pas d'autre explication. Mais si la Petia est souvent citée dans les écrits grecs, il a également été retrouvé des exemplaires de plateau ainsi qu'une statue de terre cuite. On peut y voir un homme et une femme en train de jouer à ce qui semble être le jeu de la police. Les deux personnages sont quant à eux entourés d'un nain, grand amuseur des élites de l'époque. Je suis Passepartout du Fort Boyard. Le jeu de la police va être repris par la suite par les Romains avec leur jeu des latroncules, qui n'a rien à voir avec les latrines. Sauf si vous êtes constipé, mais alors là, c'est une autre histoire. Doucement, faut pas forcer comme ça, sinon vous allez vous exploser le trou de balle. Bah oui, parce que le mot latro, en fait, ça veut dire mercenaire ou brigand en latin. Bon, après cet instant de poésie, si l'on en croit les écrits d'Isodore de Séville, le jeu possède deux types de pions, les ordinari, qui n'avancent que d'un pas, et les vagi, qui sont beaucoup plus libres, que l'on pourrait comparer à de l'infanterie et de la cavalerie. Ainsi, les latroncules avec leurs deux types de pions se rapprochent plus du jeu de dames, où les pions se déplacent d'une case et les dames de plusieurs, ce qui en fait un jeu encore plus évolué que la police. Et pour la petite anecdote en passant, Isidore de Séville a été proclamé en 2002 le saint patron des informaticiens, d'Internet et des internautes. Cela en raison du fait que son œuvre majeure, l'Etymologiae, est une encyclopédie de 20 livres qui fait penser à la structure des bases de données. Mais je digresse. Le gras, c'est la vie. Le jeu des latroncules disparaîtra avec la chute de l'Empire romain. Des exemplaires de pierre ou de terre seront retrouvés par la suite. Mais revenons légèrement en arrière et faisons un saut du côté de la civilisation du fleuve jaune, où les jeux de stratégie se développent également. Le plus célèbre d'entre eux est le jeu de Go. Il y est toujours question de quadrillage et de pions, mais ici, les deux joueurs posent à tour de rôle un de leurs pions, noir ou blanc, de sorte à enfermer le plus grand territoire possible. Le plus vieil exemplaire de jeu de Go retrouvé à ce jour daterait du 3e siècle après Jésus-Christ. Sous la dynastie Tang, entre le 7 et le 10e siècle, le Go était même considéré comme un art, au même titre que la calligraphie, la musique ou la peinture. Ce jeu se répandra durant les siècles qui suivent dans l'ouest de la Chine, en Corée ainsi qu'au Japon. C'est l'heure du duel. Mais il faudra attendre le 20e siècle pour que le jeu commence à intéresser les Européens. Et maintenant, l'heure est venue de parler du jeu de stratégie le plus célèbre, celui qui a traversé les siècles sans se démoder, qui a inspiré aussi bien les écrivains que les mathématiciens.
top! Je me joue avec un plateau de 64 cases qui voit s'affronter des pions hiérarchisés noirs et blancs de 6 formes différentes. Je suis né pour certains en Inde, pour d'autres en Perse aux alentours du 7e siècle. En 1997, une intelligence artificielle nommée Deep Blue bat pour la première fois un humain à mon jeu. Je suis... les échecs? Oui. Oui, eh oui. La grande nouveauté des échecs par rapport aux jeux gréco-romains, c'est que pour l'emporter, il ne suffit plus de vaincre la totalité des pions adverses, mais au contraire d'abattre leur chat. Non mais, te tire pas, oh! Oh, mais pas toi! Voilà! Le mot chat en perse, évoluant au fil des siècles et passant notamment par l'intermédiaire des Espagnols, devient échec. Il ne reste donc plus qu'à tuer le roi, mat en arabe, d'où échec et mat, littéralement le roi est mort. L'un des exemplaires de jeux d'échecs les plus anciens provient d'Ouzbékistan et serait daté du 7e siècle comme dit tout à l'heure. Les échecs de l'époque se jouent alors avec des pièces assez badass. Outre les pions et le roi habituel, il y a aussi un vizir, des chevaux, des énormes éléphants de guerre blindés et surtout des chars. Oui, ok, bon, je déconne, c'était plutôt des chars comme ça. Bon, reprenons au vizir. Il ne se déplace que d'une seule case en diagonale. L'éléphant, lui, il se déplace de 2 cases en diagonale. Ce qui a pour effet de rendre les parties plutôt lentes. Les échecs arriveront en Europe au Xe siècle, en pleine période féodale. Le jeu y sera adapté, c'est pourquoi le vizir deviendra alors la reine, les éléphants les fous, les chevaux les cavaliers et les chars les tours. Cependant, c'est au XVe siècle, avec l'influence de l'amour courtois européen, que les échecs vont connaître leur plus grand bouleversement. En effet, la reine devient alors la pièce maîtresse, la dame, qui peut se déplacer d'un bout à l'autre du plateau en diagonale. Les échecs deviennent alors le jeu que nous connaissons aujourd'hui, un jeu dynamique avec des retournements de situation. Pieta, la troncule, jeu de go, échecs, l'Antiquité voit les jeux de stratégie se développer à travers le globe et les cultures. Élevé au rang d'art à l'époque romaine, le jeu de stratégie n'a alors plus rien de hasardeux. Il nécessite technique et pratique afin d'arriver à la victoire, permettant du même coup l'apparition de champions de la stratégie. Car, en effet, personne peut se déclarer « champion de jeu de loi !» Un petit exemple, en l'an 65 de notre ère, Pison put prendre la tête de la conspiration contre l'empereur romain Néron grâce au fait qu'il avait gagné de nombreuses parties la troncule. Et qui n'a jamais entendu parler de Gasparov ? Avec le jeu de stratégie, le jeu de société se démocratise et touche de nombreuses couches de la société. Mais le XVe siècle, avec l'avènement de l'imprimerie, va voir un nouveau type de jeu se répandre à profusion. Cependant, nous verrons tout cela dans le prochain épisode de Du besoin et l'invention, mais ça c'est bien sûr, si vous le voulez bien.